Voyons maintenant les différentes étapes du cas pratique ou de la consultation. Alors là, je tiens à dire que ces différentes étapes, ce n'est pas seulement de la théorie. Il va falloir vraiment les apprendre complètement par cœur parce que vous allez être évalué sur ces étapes. Ça peut paraître bête, mais vous oubliez seulement une étape et on se dira l'exercice n'est pas compris, il n'a pas respecté la méthode, donc on ne lui mettra pas tous les points. Donc même si ça vous paraît scolaire et même si peut-être plus tard dans votre vie professionnelle, vous n'utiliserez pas cette méthode, utilisez-la en la respectant vraiment à la lettre pour vos cas pratiques. Ça serait dommage de perdre des points juste parce que vous ne voulez pas rentrer dans les rangs. Ce qu'il faut savoir avec les cas pratiques et la consultation, c'est que c'est exactement comme des mathématiques. Vous pouvez très bien trouver le bon résultat sans passer par la méthode, mais si vous ne passez pas par la méthode, le correcteur n'est pas en mesure de vérifier que vous avez compris l'exercice et que vous avez une réflexion de juriste. Donc montrez-lui, faites-lui plaisir que vous connaissez les étapes du cas pratique ou de la consultation. Alors pour ce qui est des étapes, on va les voir successivement. Moi j'en ai identifié 6. Généralement dans les manuels on vous en présente 5. Donc il y aura d'abord les faits, ensuite l'annonce de plan et le plan, et c'est là où c'est une étape qui est souvent passée sous silence. Ensuite, vous allez avoir le problème de droit, ensuite la solution en droit, la solution en l'espèce et la conclusion. Alors commençons d'abord par les faits. Qu'est-ce qu'on attend de vous dans les faits? Dans les faits, vous allez devoir retranscrire les faits dans un petit paragraphe au début de votre cas pratique, de manière pertinente et de manière juridique. Alors on va s'attarder sur ces deux points. Que signifie retranscrire des faits pertinents? Parce qu'on entend souvent cette formule sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Retranscrire des faits pertinents, ça veut dire que vous allez devoir déceler parmi tous les faits qui vous sont présentés uniquement ceux qui vont vous servir. Il faut imaginer que dans la consultation ou dans le cas pratique, vous allez avoir énormément de faits et donc beaucoup seront inutiles. C'est fait exprès, le correcteur cherche à vous piéger en vous faisant perdre du temps, en vous noyant les éléments pertinents dans les éléments qui ne sont pas pertinents. Vous pouvez même avoir dans certains sujets de consultation, notamment pour le CRFPA, les sujets de procédure civile de professeur Nathalie Fricero, vous pouvez avoir une ou deux pages de faits inutiles et des faits qui ne sont pas pertinents pour résoudre le cas pratique. Par exemple, si vous êtes en procédure civile, des faits non pertinents, ça peut être des faits qui vont porter sur le fond du problème. Si on vous parle de fond du problème, l'action fond, vous en foutez complètement, vous êtes en procédure civile. Le professeur Nathalie Fricero fait ça très bien et il va falloir dès maintenant vous comprendre ce que c'est que des faits pertinents pour pouvoir les utiliser au mieux. Alors des faits pertinents, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez lire votre cas pratique, vous allez avoir une idée de votre solution en droit, de votre conclusion. C'est un exercice hypocrite le cas pratique parce qu'on sait d'avance dans quel sens on va trancher, mais pourtant on doit rédiger en amont tout le raisonnement. Donc si vous savez que vous allez orienter votre raisonnement dans tel sens avec tel problème de droit, il va falloir au début retranscrire les faits qui vont concerner uniquement cette solution en droit et les faits que vous allez retranscrire. Dans la solution en droit et puis dans la solution en l'espèce, vous allez devoir vous servir des faits que vous avez énoncés. Donc faites très attention à citer uniquement les faits que vous allez utiliser dans votre solution en l'espèce ou dans votre solution en droit pour vérifier les conditions d'application d'une règle, par exemple, que vous allez évoquer. Ensuite, l'annonce de plan et le plan. Donc pourquoi c'est une étape passée sous silence? Alors c'est une étape qui est passée sous silence et on nous dit même parfois en cas pratique ça sert à rien de faire un plan. Mais c'est faux et les correcteurs attendent un plan même s'ils vous disent qu'ils n'attendent pas de plan. Je vais m'expliquer. Quand je parle de plan, je ne parle pas d'un plan au sens du commentaire d'arrêt ou de la dissertation, évidemment. Mais en cas pratique, je parle d'un plan de deux manières différentes, vous allez comprendre. D'abord, à mon sens, et c'est même sûr, il va falloir faire un plan pour annoncer vos parties. Là, c'est très simple. Soit vous avez une personne dans le cas pratique ou de la consultation à qui il va arriver plein de problèmes et donc vous allez devoir faire par exemple dans un grand 1, si on est par exemple en droit du travail, un grand 1, le licenciement de Madame Machin, dans un grand 2, par exemple, les rappels de salaire de Madame Machin, etc. Vous avez plusieurs problèmes dans votre cas pratique. Soit vous avez plusieurs personnes, c'est-à-dire le cas de Laura, le cas de Paul, le cas de Jean-Pierre, etc. Et là, pareil, il va falloir faire plusieurs parties pour expliquer que vous n'êtes pas à chaque fois dans la même partie. Et ça, c'est logique. Donc, ce n'est pas un vrai plan au sens du commentaire d'arrêt ou de la dissertation. Le mieux pour rédiger au mieux ces parties, c'est qu'il faut prendre en compte donc le cas de la personne, c'est-à-dire la personne, donc le cas de Laura par exemple, et il faut prendre en compte aussi le thème. Donc si vous êtes sur le licenciement de Laura, vous pouvez appeler votre partie le cas du licenciement de Laura pour montrer au correcteur que vous avez organisé votre plan. L'annonce de plan, ça consistera au début, donc après le rappel des faits, à expliquer que dans un premier temps, vous allez traiter le cas du licenciement de Laura, dans un deuxième temps, je sais pas moi, la vente de la voiture de Jean-Pierre, etc. Voilà pour ce qui est du premier plan. Ensuite, il y a un deuxième plan et c'est un plan qui n'est pas apparent, c'est pour ça qu'on en parle rarement, mais il y a quand même un plan à respecter. Même si vous n'êtes pas obligé de le montrer au correcteur, il le comprendra en vous lisant. C'est à l'intérieur de votre solution en droit. Là, vous allez toujours utiliser à peu près le même plan pour le cas pratique, commencer par les conditions et finir par les effets, ou alors qualification et appliquer ensuite le régime. C'est toujours la même chose.
mais il y a une logique. Vous ne pouvez pas commencer par les effets et ensuite voir les conditions. Et la plupart du temps aussi, les étudiants font une erreur parce qu'ils n'ont pas ce plan dans la tête, dans la solution en droit. Vous allez directement dans les effets avant de rappeler les conditions de qualification. Il faut qualifier d'abord pour appliquer un régime juridique, pour faire découler des effets d'une qualification. Je prendrai un exemple tout à l'heure sur les erreurs et les difficultés qui sont commises en cas pratique et en consultation pour que vous compreniez mieux ce point. Le problème de droit. Là, le problème de droit, il n'y a pas vraiment de choses à dire dessus. C'est la même chose qu'on fait en fiche d'arrêt. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'est un problème de droit, je vous invite à voir la vidéo sur la fiche d'arrêt. Alors, petit point sur le problème de droit. Est-ce qu'il faut le formuler de manière interrogative ou de manière négative? Il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'aurais tendance à conseiller une formulation sous forme interrogative. C'est un professeur qui m'avait conseillé ça en me disant que pour une question de forme de la copie, lorsque vous faites une question interrogative, si vous sautez une ligne, que vous mettez votre problème de droit avec un alinéa, un beau point d'interrogation, pour le correcteur, ça facilite vraiment la lecture et on voit tout de suite où se situe le problème de droit. Alors que si vous mettez une formule négative, ça peut être difficile pour le correcteur. Les correcteurs ont la flemme, ils lisent plein de copies. Ça peut être difficile pour lui de repérer votre problème de droit. Voilà, mais sinon, il n'y a pas vraiment de règle. Le problème de droit. Le problème de droit, moi, on m'avait dit, quand j'étais en première année de licence, te prends pas la tête, retranscris la solution en droit, ça suffira. C'est faux. Il faut connaître son cours, mais ce n'est pas suffisant. La solution en droit, il va falloir l'expliquer de manière utile et de manière organisée et logique. Qu'est-ce que je veux dire par utile? Là, il faut éviter une erreur qui est de retranscrire justement l'intégralité de son cours dans la solution en droit. Il va falloir sélectionner dans la solution en droit uniquement les éléments qui vont vous servir pour la résolution du cas. Et surtout, il va falloir détailler les éléments dont vous avez besoin pour la résolution du cas. Je prendrai juste un exemple en droit des obligations pour mieux comprendre. Si vous avez par exemple un cas pratique sur l'erreur. L'erreur, vous avez plusieurs conditions. Vous devez d'abord établir une erreur, première condition, portant sur une qualité essentielle de la prestation, deuxième condition, qui doit être déterminante du consentement, troisième condition, et être excusable, quatrième condition. Donc si vous étiez dans la solution en droit ici, et que vous sentez que le cas porte sur le caractère excusable de l'erreur, évidemment, les trois autres conditions, vous les citez, mais vous ne les développez pas, vous ne les détaillez pas, vous allez perdre du temps bêtement. Par contre, le caractère excusable de l'erreur, là, vous allez devoir la détailler, sortir plein de jurisprudence dessus, etc. pour vous permettre de résoudre le cas. C'est ça, utiliser ces connaissances de manière utile. Ça ne signifie pas ne pas évoquer toutes les conditions, ça signifie détailler uniquement les points de droit dont vous allez vous servir pour la solution du cas. Et ensuite, la solution en droit, il faut l'expliquer de manière organisée et logique. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un plan qui n'est pas apparent, vous pouvez le faire apparaître, mais qui en pratique n'est pas apparent, c'est-à-dire conditions, effets, qualification, régime, etc. Là, par exemple, si on reprend l'exemple que j'ai cité précédemment sur l'erreur, vous allez d'abord devoir qualifier l'erreur. Donc, comme je disais, vous allez voir la première, deuxième, troisième, quatrième condition. Ensuite, appliquer en l'espèce les conditions. Et ensuite, vous allez faire une deuxième partie, une deuxième solution en droit finalement, sur les effets de l'erreur. Voilà. Vous avez reconnu l'existence d'un vice d'un consentement. Ensuite, il faut tirer les conséquences de ce vice de consentement et expliquer. Donc là, vous avez une autre solution en droit, une autre solution en l'espèce, etc. C'est ça, organiser sa démonstration de manière logique et de manière organisée. Ensuite, vous avez une autre partie qui est la partie la solution en l'espèce. C'est une partie qui est vraiment très importante. C'est là où vous allez pouvoir montrer au correcteur, vous avez compris le but de l'exercice. La solution en l'espèce, en fait, il va falloir reprendre chaque condition que vous avez énoncée dans votre solution en droit et la vérifier en l'espèce. Je vais détailler cette partie beaucoup plus dans la troisième vidéo sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un cas pratique, mais c'est une partie sur laquelle généralement on fait tous des erreurs. Moi, j'en faisais tout le temps. C'est là où on saute justement des étapes et qu'on a tendance à ne pas appliquer un raisonnement rigoureux. Chaque condition que vous allez détailler dans la solution en droit, vous allez devoir la reprendre dans la solution en l'espèce et vérifier concrètement que cette condition s'applique. Donc là, il va falloir vous resservir des faits que vous avez énoncés au début et les remettre dans la solution en l'espèce pour vérifier concrètement. Ensuite, dernière étape, la conclusion. Il ne faut pas confondre cette étape avec la solution en l'espèce. Là, vous allez devoir faire une dernière phrase à la fin pour indiquer dans quel sens un juge trancherait ou, si vous êtes dans le cadre de la consultation, quelles sont les chances de succès ou les chances d'échec d'une action. Par exemple, pour un cas pratique, vous pourriez dire « Gauthier pourra donc demander l'annulation du contrat en justice et obtenir en outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. » Si vous êtes dans le cadre d'une consultation, vous pouvez même émettre des réserves en disant par exemple « Gauthier pourra éventuellement demander l'annulation du contrat en justice à condition que le juge reconnaisse le caractère d'erreur et pourra vraisemblablement obtenir des dommages et intérêts, mais cependant, il risque de ne pas obtenir ce qu'il souhaite si le juge retenait tel raisonnement, etc. » Vous pouvez émettre des réserves, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'il faut, c'est ne pas perdre beaucoup de temps avec la phrase de conclusion puisque ça vient juste conclure. Voilà pour cette deuxième vidéo. On se retrouve pour une troisième vidéo dans laquelle on va voir les difficultés de l'exercice. Je vais vraiment détailler à l'intérieur les problèmes que peut poser le cas pratique ou la consultation
pour vraiment vous permettre de progresser le plus possible. Et ensuite, on verra des conseils pour progresser rapidement en cas pratique et en consultation.